Avec Eric Lange. On n'a pas eu le début. Ah, c'est parce qu'il y a eu un problème de son. Au début, il disait Allô la planète avec Avec Eric. Eric Lange. Dans le salon d'Eric Lange. Allô la planète. Avec Eric Lange. Voilà, merci, bienvenue tout le monde, nouvelle émission depuis mon salon. Vous êtes bien dans mon salon, tout le monde est là, il y a Pauline qui est là, bonjour Pauline, bienvenue. Bonjour. T'as vu, voilà. Flo est là, on sait pas pourquoi, mais elle est là. Bonjour. Toujours là, et puis Stéphane, à la technique, l'homme qui a monté avec ses petites mains musclées cette web radio Allô la planète, que nous remercions et félicitons. Et alors du coup, on va continuer à parler comme on parlait, Pauline. On discutait avec Pauline hors micro, puis à un moment, il y a Stéphane qui nous a dit, les gars, faut commencer, faut faire l'émission. Alors j'ai dit, on va faire pareil, mais on va juste mettre des micros. Tu peux mettre plus de retour dans mon casque, s'il te plaît, bien fort. Voilà, merci. Pauline, donc, qui est avec nous. Pauline, on parlait des endroits dangereux dans le monde. Non, pas dangereux, des endroits mal aimés. Qu'est-ce que tu appelles un endroit mal aimé ? En général, un endroit mal aimé, c'est un pays qui a une actualité qui est assez négative. Ouais. Où on ne parle que des côtés négatifs de ce pays, sans forcément y mettre des nuances, apporter d'autres infos positives en fait. Alors, attendez, on a été un peu perturbés, vous avez entendu un petit bisou. Le petit bisou. Il y a des enfants aussi dans la maison, puisqu'on est dans mon salon. Donc voilà, merci Mortan Amour. Et Pauline, donc toi t'aimes bien aller dans les endroits... Enfin, allez... Si, t'aimes bien aller dans les endroits comme ça, un peu... on va pas dire dangereux, mais à mauvaise réputation. Ouais, voilà. Je vais pas dans des endroits dangereux en fait. Parce que souvent, on parlait du Pakistan justement, et le Pakistan, j'ai essayé quand même d'éviter les zones qui sont vraiment dangereuses. J'ai essayé de m'appuyer énormément sur des contacts que j'avais sur place pour visiter certaines zones du pays en fait. Et donner un petit peu une autre image qu'on a de ces pays-là, dont on entend parler toujours de manière négative, en fait. Après, c'est vrai que le Pakistan, il y a certaines zones qui sont encore, surtout à la frontière, voilà, à la frontière avec l'Afghanistan, la frontière avec l'Iran, c'est encore des zones... voilà, il ne faut pas y aller, quoi. Souvent, il y a un visa, il faut demander un second visa pour y aller, qui s'appelle le NOC. Donc, c'est assez compliqué déjà d'y aller. Et souvent, même quand on a le visa pour y aller, il y a des patrouilles policières qui nous suivent partout en fait. Donc, oui, donc ça a aucun intérêt, tu te retrouves. Ouais, en fait, tu te retrouves fliqué parce que tu peux pas faire ce que tu veux, évidemment. Et les autorités pakistanaises ont super peur justement qu'il t'arrive quelque chose, donc ils sont toujours derrière toi à te sécuriser, mais ils attirent en même temps quelque part l'attention sur toi, quoi. Donc ça, c'est pas très. On va parler, Pauline, tu restes là, tu es dans le salon, tu bouges plus. On va parler de tout ça, toute cette histoire de. C'est aussi parce que cette envie d'aller dans des endroits qui ont mauvaise réputation, bien évidemment, il y a ce côté, comme tu dis, non, mais c'est un peu exagéré, les endroits où on peut aller, tout ça. Puis il y a aussi le côté, on se fait vibrer quand même. Petite recherche d'adrénaline, me dis pas que c'est pas vrai. Mais voilà, où est la limite, où il faut faire gaffe, où il faut quand même pas faire le guignol, parce que, comme je dis toujours, tu te retrouves vite en pyjama orange sur YouTube, et là, c'est plus rigolo du tout l'affaire. Et il faut faire attention. On en parle avec toi, puis avec tout le monde d'ailleurs. Donc Astrid, on revient avec Astrid qui est là. Astrid ? Oui, bonjour. Salut Astrid, t'es où ? Là, je suis vers Blois. À Blois, en France, donc. Astrid, t'étais passé vite fait la semaine dernière, puis on s'était raté dans l'émission, donc du coup, on s'était dit qu'on se rappelait cette semaine. Donc te voilà, toi, tu te balades depuis 5-6 ans maintenant autour du monde en stop ? Ouais, pas que en stop. Depuis 6 ans, on va dire 3 ans en stop, et puis le reste en van ou à pied. T'as des sous ? Enfin, je pose toujours la question, comment tu fais ? Voilà. Je travaille sur Internet. Tu fais quoi comme boulot sur Internet ? Ça marche ? Je vends des textes. Ah ouais. C'est-à-dire, t'es auteur, traducteur ? J'ai mon blog déjà, Ouais. et puis après, pour des petits médias de temps à autre, je vends des textes. Et ça te rapporte assez de sous pour continuer à te balader ? Ouais, mais je dépense vraiment très peu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'aimes bien, mais ça te plaît pour l'instant. Ouais, non, franchement, c'est cool, et puis j'aime bien le fait de pouvoir faire ça quand je veux et pas le faire quand je veux pas, quoi. C'est assez cool d'être son propre chef, quoi. Tu te balades au gré du vent sans avoir de plan auparavant, ou t'es quelqu'un qui prévoit les choses ?
Ça a été par période. Généralement, je ne prévois pas trop. Mais là, par exemple, je viens de rentrer d'Italie, j'étais en van et je voudrais refaire le chemin de Compostelle. Donc là, j'ai calé quand même quelques trucs parce que c'est un voyage qui est plus technique, quoi, ne serait-ce que voilà, revenir chercher quelques affaires. Donc là, je suis en transit. T'es allé où, grosso modo, hein, dans quelle région du monde? Tu t'es baladé où jusqu'à présent? C'est un peu vaste. En 6 ans, j'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal de choses. Mais j'ai passé le plus de temps en Suède. Et puis après, je fonctionne par projet généralement d'une année. Genre, j'avais fait toute la route de la soie en autostop ou voilà, des choses comme ça. Donc ça dépendait des Attends, je rebondis là quand même. Toute la route de la soie en autostop, c'est-à-dire que t'es allé d'ici en Chine? À l'envers, j'étais partie de Phuket, même en Thaïlande. J'avais Ouais. d'abord vadrouillé un peu en Asie du Sud-Est. Puis j'étais montée à Xi'an en Chine. Et puis j'étais rentrée en stop. Wow. Mais on était passé dans l'émission, j'étais avec mon pote José, ça doit faire 2 ans. Absolument. Maintenant que tu me dis ça, quelqu'un qui le fait à l'envers, ça me parlait tout de suite. D'accord, je me souviens. Oui, Ouais. Phuket, Paris. On vous avait eu au fur et à mesure du voyage? Ouais, on était Ouais. passé peut-être 2-3 fois. Ouais. Combien de temps vous avez mis pour rentrer de Thaïlande? Tout en stop? Ouais, tout en stop. Combien de temps? On a maintenant mis 9 mois. 9 mois, ouais. Oh, c'est dingue. On peut passer partout alors? Vous êtes pas. Attends, Chine. Vous êtes passé par où du coup? Chine, Ouais. et puis après dans les stands, après le Caucase, l'Iran, la Turquie, et puis l'Europe. Oui, finalement. Dit comme ça. Ouais, ça passait. Une fois que t'as passé la Chine, les stands, la Ça Turquie, remonte et le puis hop, voyage. à la maison, quoi. C'est vrai, vu comme ça. Ça me rappelle, c'est marrant, j'avais vu un auditeur une fois qui était parti pour la Chine, justement, je crois, pour Shanghai en autostop, et le gars était parti, ça va être le voyage de ma vie, tout ça, il m'avait rappelé, c'était 3 mois plus tard, il était arrivé, le mec vachement déçu, Ah ouais. voilà, je suis arrivé, c'est déjà fini. Genre le truc, il me dit en fait, ça marche. Et le stop, ça a bien marché tout le long. Ouais, C'est vrai. franchement, ouais, mais ça marche partout. Hein. Mais même dans les Donc, pays, parce que t'es d'accord avec moi, dans des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, comme la Thaïlande justement, ou le Vietnam, le Laos, tout ça, tout le monde fait plus ou moins taxi. Donc quand tu fais du stop, les gars, ils s'arrêtent, mais ils te demandent quelques bahts ou quelques dollars pour avancer, non? Non, parce que Non. déjà, moi je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait vraiment plusieurs mois là-haut, et quand les gens s'arrêtent, je précise est-ce qu'ils sont taxis ou pas, quoi. Donc après, si je vois qu'ils attendent de l'argent, je peux dire non, je vais me débrouiller autrement. Ça marche bien. Et pourquoi absolument pas ne pas vouloir payer comme ça, parce que vous étiez vraiment ric-rac au niveau du budget, qu'il n'y avait pas moyen, ou par Pas idée? du tout. Non. Parce que si le projet c'était de rentrer en stop, c'était pas pour prendre des taxis, quoi. Après, la limite, sinon, elle était mince, et puis ça correspondait pas au projet. Après, plein de fois, on avait des conducteurs, notamment si on passait du temps ensemble. Donc voilà, on payait un café, on payait le repas. C'est pas du tout. L'idée, c'était pas de rentrer sans dépenser un euro, c'était vraiment. Oui, c'était l'idée du stop, quoi. Voilà, montrer que c'est faisable. Voilà, on peut faire tout ça en stop. Non, mais tu m'étonnes, parce que c'est vrai que souvent dans des pays, alors je pense pas dans des pays arabes ou en Afrique subsaharienne ou justement dans des pays d'Asie du Sud-Est, quand je te dis que tout le monde fait plus ou moins le taxi, voilà, moi ça m'est arrivé plein de fois, t'arrêtes quelqu'un, oui, il te prend et puis tu payes, mais une somme ridicule, mais tout le monde a plus ou moins ça comme boulot, quoi. Tandis que malgré ça, vous avez quand même réussi à faire du vrai stop, d'un bout à l'autre. À 100%. Écoute, Ouais. voilà, bon c'est bien, je savais pas. Après, non, quand les choses sont claires, c'est ça le truc, c'est quand les gens ils s'arrêtent, on va mettre les choses claires dès le départ, ça évite les malentendus, ça évite soit que nous on soit frustrés, ou que les gens soient vexés, ou donc voilà, on disait clairement nos monnaies, ou voilà, et ils disaient non, pas de problème, puis après quand on s'arrêtait, on payait un coup. Et même en Iran, t'as pas eu ce souci-là? Parce que j'avais entendu dire justement qu'en Iran aussi, il y avait ce système-là, qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient les taxis un peu au black. On a même eu des vrais taxis qui s'arrêtaient. Quelqu'un on disait non, on veut pas de taxi. On demandait même pas est-ce qu'une voiture s'arrête, quoi. Si, venez. Et ils nous promenaient gratuit comme ça. Non, vraiment, on a eu aucun souci à ce niveau-là. Il y a le seul truc qui était plus difficile, c'était dans des régions plus reculées où il y avait très peu de voitures. Bon, quand il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de véhicules, quoi. Donc parfois on a dû attendre quand même quelques temps, mais c'était plus parce qu'il y avait personne que pour d'autres
d'autres raisons, quoi. Et t'as fait le tour du monde alors, je vois? Pour de vrai? Ouais, la première année, en fait, l'idée, c'était de voyager un an et puis après de revenir dans une vie plus classique. Et puis, j'y ai tellement pris goût, et puis ça a été tellement speed aussi un an, que je suis repartie l'année d'après. Et puis, ce coup-ci, je prends plus mon temps. J'ai pas forcément d'itinéraire précis comme Ouais, la mais première année. il y avait cette envie de boucler le truc, quoi, d'en faire un pour. Non, mais quand je dis pour de vrai, moi, à un moment, je voyageais beaucoup. Alors, tu passes ton temps, aller à droite, à gauche. Ouais, j'ai 3 mois en Asie, 2 mois là. Puis à un moment, tu dis non, mais je vais le faire pour de vrai. Je pars de la gare du Nord et je reviens à la gare du Nord, quoi. Alors, moi, je l'ai fait une fois aussi, juste comme ça, juste pour le kiff de le faire. Bon, 6 mois. Ça allait vite. Et t'es passé par où? Ah oui, non, mais ça va vite, hein, c'est. Oui, mais en stop ou en Non, avion, en tout ce qu'il y ou avait. comment? Moi, j'avais pas de. Voilà, ça m'était égal en bus, en train, en bateau, en avion, en ce qu'il y avait, quoi. Sans trop me poser de questions. C'était juste ton trip, ouais. Et tu as fait Compostelle Moi 2 fois? Non. Ah ouais. Non, pas toi. Je sais pas. Non, ça. mais peut-être qu'un jour, j'ai mon âne qui t'attend à la maison. Ouais, non, on en parlera. Ok. Ça t'a pas semblé un peu fade? Compostelle. Ouais. Fade. Compostelle. Ouais, tu Est-ce parles que de tu t'es Compostelle. ennuyé De en faisant Compostelle, le ouais. chemin de Compostelle? Après avoir Ah fait ouais, le c'est tour du vraiment- monde. C'est l'opposé, quoi. Ça a été même plutôt une révélation, quoi, parce que justement, pourtant moi j'étais quelqu'un qui déjà était assez adepte du slow travel et tout ça. Je suis quelqu'un d'assez lente et d'assez posé dans ma vie, mais de ralentir le rythme à ce point, la marche, franchement, il y a pas mieux, quoi. Hmm. C'est quelque chose qui colle vraiment avec ma personnalité. Et vraie révélation. Et dans la foulée, je suis reparti faire plusieurs longues marches comme ça. Et là, je repars dans 2 jours refaire l'un des chemins. Mais ouais, tout le monde dit ça, Vraiment parce que moi aussi, ça me semble un peu ridicule, ce truc de Compostelle. Alors moi, ça me semble pas J'imagine ridicule. qu'il C'est... Non mais, je vais te dire, dans mon inconscient collectif mensonger à moi, il y a des milliers de cathos qui marchent sur un chemin en chantant des cantiques. On en est loin. Oh, l'idée. Bah oui, Ah, t'as oui. failli le dire, l'idée pourrie, Mais j'ai oui, entendu. le truc préconçu. Bah oui, l'image. Mais non, mais c'est ça, quoi, le chemin de Compostelle, tu fais, bon. Et en fait, dès que je lis des trucs sur le chemin de Compostelle ou dès que je parle avec des gens qui l'ont fait, non, il se passe quelque chose de dingue, d'incroyable. Tu rentres dans un, je sais pas, dans une espèce de délire, non, de trip. Non. Non. Bon, bah pourquoi tu le fais alors? Non, mais c'est marrant. Enfin, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin de Compostelle? En fait, c'est vraiment un retour à des choses simples, quoi. Et je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos vies, ou en tout cas dans ma vie. Ouais, se résumer à l'essentiel, quoi. Et marcher, dormir, boire, manger, juste ça déjà. Et être heureux de ça, c'est quelque chose qu'on a peu l'occasion d'expérimenter dans nos quotidiens, même si on vit des vies bien remplies et qu'on vit des choses cool. C'est quelque chose qu'on peut limite pas décrire, quoi, tellement c'est intense et simple à la fois, quoi. Et bien évidemment, les rencontres aussi, ça fait une grande partie de la beauté de ce projet. Mais c'est couper du temps, en fait. Et le fait de faire un parcours connu et reconnu où il y a beaucoup de monde, finalement, c'est aussi pour, je sais pas, le fait que tu croises plein, parce que tu pourrais faire ça n'importe où, tu peux traverser l'Italie à pied, il n'y a pas le même effet parce que tu rencontres moins de monde, je sais pas, parce que tu es avec d'autres personnes qui font la même chose que toi. Alors déjà, il y a plusieurs chemins de Compostelle. Donc il y a des chemins extrêmement fréquentés, il y a des chemins complètement déserts. Donc déjà là, la question se pose, quel chemin on prend. Ensuite, il y a la saison aussi. L'été, bien sûr, il y a des monde. Là, l'hiver, il y aura personne. Il y a la longueur. Moi, la première fois, j'étais partie d'Orléans, donc j'avais fait 1800 km. Donc, bah, clairement, pendant le premier mois, j'ai dû voir 3 personnes, quoi. Donc, il y avait vraiment cette introspection, ce côté, un peu solitude, marche silencieuse, etc. Et puis, je suis arrivée en Espagne, et là, j'avais choisi d'emprunter le Camino Frances, c'est le plus connu. Et vraiment, en étant en recherche de rencontrer ces autres pèlerins, voir un peu ce que c'est qu'un pèlerin, parce qu'au final, à part ma propre expérience, je savais même pas ce qu'était qu'un pèlerin, quoi. Et là, j'ai appris, j'ai rencontré des anciens du Camino, on va dire. On m'a un peu initié, quoi. Et puis sur ce, je suis reparti sur d'autres chemins. Et là, je vais faire la Via de la Plata, qui part de Séville jusqu'à Compostelle, donc c'est 1000 km. Et c'est, on va dire, le 3e plus connu en Espagne, mais là, novembre-décembre.
Bon, je sais clairement qu'il y aura peu de monde, mais l'intérêt, comme tu demandais, de prendre ces chemins qui sont du coup balisés, qui sont déjà tracés, on va dire. Déjà, c'est d'un point de vue historique, on a l'impression qu'on marche vraiment dans les pas de millions de personnes qui sont passées là avant, et honnêtement, c'est super émouvant. Il y a aussi le côté accessibilité. Moi, avant, j'étais pas une grande marcheuse, donc pour ma première grande marche, quel plaisir que d'avoir un refuge tous les 5 ou 10 kilomètres, que d'avoir... Après, moi, je campais et tout, donc c'était un peu différent, mais c'est quand même facile de se lancer quand on n'a pas cette expérience, parce qu'il faut quand même savoir s'occuper de ses pieds, il faut savoir se soigner, il faut savoir... Il y a plein d'apprentissages à faire, quoi. Donc, le faire au milieu d'autres qui ont la connaissance, qui ont envie de transmettre et tout, c'est une sorte de sécurité. Et puis si on est seul, c'est aussi agréable que de se dire je me ferai des potes, même si c'est pas le premier jour. On sait que très vite on va être avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes aspirations que nous, donc la même recherche. Et ça, c'est super agréable, quoi. Et donc là, tu repars. Tu repars quand ? Je repars là, mardi soir. Ah, là, mardi, d'accord. Et ça va durer combien de temps, là, cette fois ? J'ai jusqu'à un peu avant Noël, quoi. Je voudrais passer Noël en famille, donc on est pour un mois à peu près. Un mois et quelques jours. D'accord. On en refait une, Stéphane, avant Noël ? On peut même en faire une à la fin du mois. D'accord. Et on en fait 2 en décembre si tu es dispo. On te rappelle sur le chemin de Compostelle ? Avec plaisir. Hein ? Il y a du réseau sur le chemin. Non, je rigole. Je fais mon parisien. Ok, écoute, merci beaucoup d'être passé, Astrid, et puis on te retrouve la prochaine fois sur le chemin de Compostelle quand tu seras bien. C'est moi qui vous remercie. Alors. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Astrid. Salut Astrid. Salut. On met le lien bien sûr avec le Salut blog Astrid. d'Astrid qui lui rapporte un peu de sous et lui permet de partir sur le chemin de Compostelle, c'est important. Allez jeter un coup d'œil, histoiredetong.com, mais Stéphane met tous les liens possibles, imaginables, j'imagine. J'essaye. Il y a intérêt. Salut Astrid, à bientôt. Salut, merci, bonne soirée. On va essayer de joindre Claude, c'est ça, Oui. cher ami, qui a un CV assez étonnant. La Chine a 19 ans pour des tournois de kung-fu. Après, il fait 3 ans dans la marine nationale, 1 an en Thaïlande, professionnel de combat, 3 ans dans la Légion étrangère. Et après, il bosse sur des plateformes pétrolières. Et puis finalement, il arrive ici au téléphone. Bon. Il est où ? Je ne sais pas, on verra si le téléphone fonctionne. Je reviens avec toi, ma chère Pauline, sur cette idée de voyage dans des coins qui ont des sales réputations. C'est pas pour rien non plus, tu as une formation de journaliste, tu m'as dit. Ouais. Donc il y a quand même aussi cette envie, j'imagine, chez toi, de curiosité, bon, je vais en voyage, mais si je peux avoir un sujet, c'est bien aussi. Il y a ce côté-là, non ? Quand tu pars comme ça. Ouais, peut-être il y a ce côté-là, un petit peu de creuser un peu plus que le voyage. Ouais, non, c'est clair, faut pas se le mentir. Ah bah oui, mais il n'y a pas de problème, c'est chouette d'aller chercher des histoires, d'être curieux. C'est normal. Donc t'es allé au Pakistan, t'es allé au Rwanda, au Liban. Ouais, Iran, oui, il y a une sale réputation, mais de moins en moins quand même. Non, si. C'est en train de changer, C'est en j'ai train. l'impression. Ça fluctue. Ouais. Hein, Fluctue c'est ce qu'on disait, énormément. c'est que tous ces pays subissent l'actu. Donc il suffit que les Iraniens tout à coup s'énervent ou fassent un truc qui plaît pas, et tout le monde va dire que l'Iran c'est démoniaque et il faut pas y aller. En fait, c'est ça. Là, c'est plutôt justement dans la courbe descendante. Ouais, Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, en fait, ça recommence à diminuer, on va dire, le tourisme. Tous les Iraniens avec qui je suis en contact, ils me disent là c'est vraiment la catastrophe. Ne serait-ce qu'au niveau économique, tous les salaires ont chuté parce que tous les Iraniens qui avaient des contrats avec des compagnies par exemple européennes sont obligés d'arrêter leur contrat avec les Iraniens parce que sinon ils perdent le marché américain. Ah oui, donc c'est vrai. l'économie iranienne est en train de chuter énormément et le tourisme suit en fait. Malheureusement, même si on sent d'un côté qu'ils reprennent pied de ce côté-là, que les gens commencent à un petit peu se renseigner autre part que à travers les médias généralistes, on va dire.
Mais on peut pas leur jeter la pierre. Enfin, à chaque fois, je vais pas jeter la pierre des médias généralistes. En fait, ils ne parlent de ces coins-là que quand il se passe quelque chose de négatif, puisque la première règle du journalisme, c'est les trains à l'heure n'intéressent personne. Donc, non, mais c'est vrai. Et il y a des émissions après qui vont passer, mais elles vont passer à 23h le dimanche soir sur d'obscures chaînes où là on va te faire un super reportage sur l'Iran. Mais sinon, dans les gros horaires, ça va être quand il y a des morts, quand il y a des révolutions, quand il y a des tensions politiques, etc. Donc forcément, c'est un côté pervers en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça crée... Par exemple, quand je suis revenue du Pakistan, j'avais gardé contact encore avec des personnes avec que j'avais rencontrées sur place. Et en fait, quand je suis arrivée en France, ils m'ont tous envoyé des messages ça va, tout va bien et tout. Parce qu'on voit, ça pète à Paris avec les gilets jaunes et tout. Ah oui, t'es en sécurité. Et en fait, je dis oui, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'habite pas à Paris. Bon, je leur explique un petit peu. J'étais à la campagne à ce moment-là, donc voilà, je vivais un petit peu dans mon petit monde, dans un petit village, tout ça. Si j'allume pas la télé, je vois rien en fait. Donc voilà. Et eux, ils avaient ce même effet pervers au final. Ça marche dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Ça marche pas comme dans l'autre sens. Je me rappelle sur les gilets jaunes, j'avais des coups de fil de personnes que je connais à l'étranger. Alors c'est bon, on peut venir à Paris. Ah ouais, t'inquiète, tu vas pas à l'Étoile le samedi, c'est tout. Mais c'est marrant, oui, bien sûr, ça focalise tout le temps. Mais j'ai même eu une fois encore plus dingue, il y avait eu c'était il y a quelques années, des émeutes ou un début de guerre civile en Thaïlande. Il y avait les jaunes contre les rouges, ça se bagarrait. Enfin, puis il y avait des coins de Bangkok où ça se bagarrait vraiment. Et j'avais quelqu'un à Bangkok, le gars, il savait même pas. Et il me dit, après il disait en fait si t'es à 2 avenues à côté de là où ça se passe, tu le vois même pas, tu le sais pas, et toi tu le vois parce que t'es à Paris, tu suis l'actu. Je l'ai prévenu, il y a des enfants qui crient, mais c'est la vie. Voilà, c'est assez marrant ce regard. Moi au Pakistan, j'étais en pleine affaire Asia Bibi. C'était quoi cette affaire, rappelle-moi? La chrétienne, c'est une jeune femme chrétienne en fait qui a été libérée. Elle avait été accusée de blasphème. Elle habitait un petit village en fait et elle avait été accusée de blasphème contre le prophète Mahomet. Et le tribunal a décidé de la libérer en fait. Et donc il y a une frange extrême du Pakistan qui a décidé d'organiser des manifestations. Et quand je suis arrivée à Islamabad, en fait, c'était en pleine manifestation. Mais j'ai appris qu'il y avait ce mouvement-là, en fait, à partir du moment où j'ai allumé mon portable. Parce que j'étais toujours branchée sur les infos européennes, en fait, françaises. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai découvert, en fait, qu'il y avait énormément de manifs. Sinon, je le savais pas, en fait. Alors là, on en parle en rigolant et on te rend compte qu'il sait même pas qu'il y a des manifs. Mais ça peut aussi être emmerdant parce que tu peux te retrouver dans des coins qui sont en train de devenir des pétaudières sans même t'en rendre compte, finalement. Après, quelque part, moi, je pars toujours, en fait, avec des contacts sur place. Donc j'étais avec tout un petit groupe de personnes avec qui j'avais pris contact et qui m'accueillaient en fait. Donc moi j'ai eu l'impression que toutes les infos que j'avais en fait c'était des infos sur les zones, les routes qui étaient barrées en fait. Parce que les autorités barraient certaines routes pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les manifestants, tout ça. Et donc j'avais énormément d'infos sur des groupes WhatsApp de couchsurfers, parce que la communauté couchsurfing au Pakistan est très importante. Donc ils publiaient tout le temps des infos là-dessus. Ouais, ne passez pas par ce coin-là parce que c'est bloqué, vous ne pourrez pas passer en voiture, blablabla. Et je me dis, mais c'est bizarre et tout, ça bloque beaucoup à Islamabad. Pourquoi machin. Et au bout d'un moment, je commence à poser quelques questions, mais ils me disaient, ouais, il y a des manifs, on s'en fout, machin. Et puis, voilà, en fait, j'ai découvert quand j'ai allumé mon portable, en fait. Alors, il y en a un qui a fait l'actu, forcément, c'est Claude qui est avec nous. Salut Claude. Bienvenue dans l'émission. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Je lisais ton CV tout à l'heure, on était mort de rire, alors je le refais. Le gars il part en Chine à 19 ans, bon on sait pas pourquoi, à Sciences pour faire des tournois de kung-fu. Après il passe 3 ans dans la marine nationale, 1 an en Thaïlande en tant que professionnel de boxe thaï, puis 3 ans dans la Légion étrangère. Après 18 mois sur des plateformes pétrolières, alors on sait pas ce que tu fais, notamment au large du Gabon. Et maintenant t'es à Béziers. Bon, comme quoi. T'es quand même le gars, faut pas t'emmerder dans les bars, toi, non? Je sais pas. Bon, après, c'est un peu comme tout le monde, faut pas faire chier, c'est tout. Mais là, t'as arrêté de voyager maintenant ou c'est quoi l'histoire?
Non, en fait, ouais, effectivement, j'ai beaucoup voyagé de par mon travail et de par on va dire ma profession qui est devenue la boxe à un moment donné, puis personnellement. Donc, ouais, il y a quand même un peu de pays qui ont été faits. Mm. Mais non, oui, là aujourd'hui, je ne voyage que pour le tourisme jusqu'à présent. Après, on va voir ce qui va se passer plus tard. On verra. Ah oui, je vois le papier là, enfin, sur l'écran. Comme tu t'embêtes un peu, tu vas aller traverser l'Antarctique à pied. Voilà. Voilà, bah oui. Mais d'accord. Un Avant, continent que je n'avais pas fait. pardon. Vas-y. C'était un continent que je n'avais pas fait. Donc, Ah bah oui, c'est vrai. On devrait tous faire ça. Tiens, j'ai pas été là-bas. Alors, première question, mon cher Claude. 18 mois sur des plateformes pétrolières. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot sur une plateforme pétrolière? j'étais technicien sur la plateforme, donc j'assemblais les têtes de puits de pétrole. D'accord. C'est un côté aventureux, comme ça, dit comme ça, bosser sur une plateforme pétrolière. Ouais, carrément, surtout quand on est au milieu de nulle part et que on doit représenter la société pour laquelle on bosse et on est seul et avec des grosses lantettes en face de nous et il faut pas faire d'erreur parce que sinon ça triche à la Attends, société. On t'entend pas très on t'entend bien. pas très bien, faut que tu bouges un peu, je sais pas, t'es dans... Tu peux bouger un peu ou t'es Bien sûr, attaché? là vous m'entendez mieux là. Ah là, c'est mieux, là, je crois. Oui. Ouais. Vas-y, reparle, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais au Gabon? Vous m'entendez mieux là. Non, Ça coupe un petit peu. c'est assuré, mon cher Claude. Attends. Ouais, j'attends. Et là, c'est mieux. Ah oui, là, c'est mieux, là. C'est un peu mieux. Mais il y a une ambiance. Ouais, t'es là? Là, oui, je suis là. Bon. Bon, on va essayer. Il y a une ambiance particulière, non, sur ces plateformes pétrolières? T'es un peu perdu, isolé du monde, à vivre avec Oui. des lascars pas simples. Non, la carte pas simple, non, en fait, parce que tout le monde est là uniquement pour l'aspect, on va dire, professionnel. Donc, après, oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes, et pour des raisons qui sont quand même assez évidentes, sans être sexiste, c'est juste que c'est difficile, en fait, de mélanger dans un milieu hostile un peu nulle part au milieu de l'eau, de mélanger des hommes et des femmes. Ouais. Voilà. C'est Donc, ça super reste bien. difficile. C'est super bien payé, non? Non, pas tant que ça. Ah en bon? fait. Tout le monde pense que, tout le Ouais. monde pense que Ouais. on dépasse, on va dire, un certain chiffre, mais en fait, pas du tout. C'est surtout quand on est nouveau et qu'on connaît pas le monde du pétrole, tout le monde démarre en bas. Hein. C'est un salaire qui est correct, mais c'est pas non plus farmille. Bon, attends, on t'entend pas bien, donc je te repasse Stéphane. Stéphane, t'essayes d'arranger, je sais pas comment tu vas faire. Bouge pas, bouge pas, Claude, je te repasse Stéphane, il va te dire d'aller Ça sur marche. ton toit ou dans un arbre, ou je sais pas, enfin un truc. Armel est avec nous en attendant. Armel, bonjour Armel. Ouais, bonsoir. Salut Armel, bienvenue dans l'émission. Alors toi, tu es... Ah, il y en a toujours un dans l'émission, tu es adepte des décharges d'adrénaline, non? Ouais, Ah comme ouais. ça, ouais. Ah bah non, mais attends, ultra trail, VTT, alpinisme, sport d'eau, les diverses aventures. Moi, rien que les 3 premiers, j'y vais pas. T'aimes bien quand même? Non, mais ouais, mais ça c'est une progression, oui, qui est venue petit à petit, avec toujours l'envie d'avoir d'avoir un petit défi devant moi, et puis c'est venu comme ça, quoi, ça s'est fait tout seul. Mais quand tu dis que tu fais du VTT... Vlad Attends, excuse-moi, c'est... Ouais. Il est mal élevé cet enfant. N'importe quoi. Amenez-moi les parents tout de suite. Armel, donc oui, quand tu fais tes histoires d'ultra-trail, de VTT, d'alpinisme, c'est toujours à l'occasion d'un voyage ou c'est au coin de la rue? Non, mais non, justement, c'était bien ça la progression. Au début, j'ai commencé par des choses un peu encadrées, en faisant des courses style ultra trail du Mont Blanc, marathon des sables, qui sont enfin, on va dire c'est des aventures, mais en soi elles sont très encadrées avec une organisation, etc. Et puis au fil de l'expérience, j'ai fini par faire des choses tout seul. Oui, c'est venu comme ça. C'est-à-dire tout seul, vas-y, raconte-nous un peu. T'as fait une marche quelque part? J'ai commencé par partir. Là, la première, on va dire, aventure qui m'est venue à l'esprit, c'est que je voulais faire à tout prix l'ascension du Mont Blanc. Et je voulais y mettre quelque chose d'un peu spécial, quoi, que ce soit pas un truc. Je suis au Havre, donc j'y aille pas en prenant la voiture, que je me gare, que j'aille faire l'ascension, je redescends. Donc j'ai décidé de partir à vélo du Havre, donc de mon domicile. J'avais tracé une ligne droite sur la carte. Ouais. Et puis en France, il y a beaucoup de chemins partout. Donc en suivant l'itinéraire, je suis arrivé au pied du Mont Blanc, à Saint-Gervais, puis j'ai fait l'ascension.
Donc ça, c'était le... Oui, tu intègres l'exploit sportif, entre guillemets, à une démarche de voyage. Tu mets un but, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que alors moi, j'aime bien, effectivement, ce que tu disais, un peu l'exploit sportif, enfin, un peu pousser la machine, mais il faut que c'est un intérêt autre, parce que l'exploit pour l'exploit ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. Ouais. Et t'es allé où comme ça? T'es dans le monde? J'ai pas fait. Alors, je suis jamais allé très très loin. J'ai fait la même chose. On parlait du Mont Blanc, mais je suis parti à nouveau du Var et puis je suis remonté jusqu'en Écosse pour faire le Ben Nevis, toujours à vélo. Alors, le Ben Nevis, c'est le plus haut sommet écossais. Ça reste modeste, hein. Ce sommet écossais, c'est 2000 et quelques mètres, mais en tout cas, néanmoins, c'était la démarche qui me plaisait. Après, j'avais organisé avec des amis un tour un peu plus grand. On avait décidé de parcourir les sommets, enfin, en l'occurrence, c'était le Seven Summit Company. Là, en l'occurrence, c'était pas les 7 sommets les plus hauts du monde, c'était les 7 sommets qui étaient par pays où passent les Alpes, en tout cas, où le sommet le plus haut de chaque pays. Donc, ça commençait en Slovénie, puis on passait en Autriche, puis en Allemagne. Puis moi, j'ai fait la Belgique. Ah, mais il doit bien avoir un sommet en Belgique. Hein. Ah bah oui, je l'ai fait. C'est pas fait. Non, tu sais, quand t'as dit je vais pas faire les 7 sommets plus hauts, dans ma tête, je me suis dit les 7 sommets les plus bas, mais c'est absolument ridicule. Tu devrais tenter les Pays-Bas, Eric. En fait, t'imagines le mec qui cherche tous les endroits les plus bas. Donc, c'est pour moi, ça. Et là, tu prépares une expédition en Extrême-Orient russe. Tu pars en décembre, là, d'ici un petit mois, 2 mois. Alors, je suis parti une première fois, ça a débuté en 2018, et je devais partir cet hiver pour faire la suite, mais je repousse d'1 an puisqu'il y a un budget qui est conséquent et que je n'ai pas encore réuni. Mais bon, ce n'est que partie remise, et bon, ça fait partie du jeu aussi, hein, de temps en temps, faut rebondir, comme on dit. Et donc là, l'idée, c'était de descendre une partie, en tout cas, du fleuve Amour, donc vraiment à l'extrême-orient russe, tout au bout de la Russie, et en hiver. Donc en hiver, il fait à peu près -30, donc le fleuve est glacé. Et j'avais eu cette idée de progresser sur le fleuve, puisque la plupart de la population qui s'y trouve sont des pêcheurs, donc ils sont tous colocalisés autour du fleuve. Et l'idée de pouvoir progresser sur le fleuve était me faciliter la vie pour aller à la rencontre des pêcheurs, enfin des populations locales. Mais comment on marche sur un fleuve gelé? C'est quoi? C'est avec des pots de phoque, avec des skis, avec des patins à glace? Moi, les premiers 500 km du périple, qui doit faire 1200 à peu près, je les ai fait à vélo. J'étais à vélo sur le... Mais on s'arrête à vélo. Excuse-moi. faut mettre une note bas de page à vélo sur un fleuve glacé. Voilà, point d'interrogation, comment on fait? Voilà, il y avait un petit truc. On met des petits trous. Il y a un petit peu de piment dans l'histoire. Ah oui. Non, il fallait 2 choses. Le vélo, j'en faisais beaucoup. Ça permet d'aller relativement vite, sans non plus aller trop vite. C'est un moyen pas mal pour progrès. Et puis, pour avoir fait un peu du fat bike, c'est des vélos avec des gros pneus en station de ski. Fait des tests, en tout cas, j'avais remarqué que les enfants, que les adultes même venaient me voir à ma rencontre en disant mais c'est quoi ce vélo? Et tout de suite m'est venu l'esprit, tiens, ça va bien marcher. Je passerai pas inaperçu sur le fleuve et ça va créer des moments d'échange et de rencontres. Et c'était ça l'idée du vélo. D'accord, donc on peut faire du vélo sur la glace avec des gros pneus. Voilà, exactement. D'accord, ça marche. Donc ton idée, c'est de partir faire le début à vélo et après? Et ben alors la suite, pour changer un peu et toujours pas assez, pas inaperçu, c'est de continuer en ski, mais avec aussi une aile de traction, avec un grand cerf-volant pour dévoler un peu plus vite, et puis aussi pour le côté fun, et puis le côté visible qui, je suis sûr, m'amènera à nouveau à faire de nouvelles rencontres. D'accord, donc tout ça, c'est dans 1 an. Et tout ça, c'est dans 1 an. C'est bien. Et d'ici là, tu fais des petits sauts de puce en haut du Mont Blanc et du Mont quelque chose. Oui, alors après, ce que j'aime bien dans cette aventure que j'ai lancée il y a 2 ans maintenant, c'est que au-delà de moi, de ce que je vois, les gens que je rencontre, c'est que j'aime bien ramener un petit peu vers les autres. Donc je vais dans les écoles, je vais un film que je vais dans les festivals, et comme ça me permet d'échanger avec les adultes, avec les plus jeunes sur le voyage et ce que je vois. Donc c'est un petit peu la finalité du voyage, quoi. Attends, il y a Pauline qui veut dire un mot. Et tu as un métier à part... Ah non? Ouais, j'ai un métier.
Quand tu fais pas du vélo sur un fleuve glacé, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. On va dire de grosso modo de 9h à 17-18h, j'ai un métier, puis après je fais l'autre métier qui est un peu aventurier là. Oui. Mais oui, j'ai Il un veut pas métier nous dire, aujourd'hui. ce Il qu'il veut fait. pas ça. nous dire, Non, ouais. non, Forcément, avec ce qu'il fait à côté, ça n'a Ouais, plus après- d'intérêt. non. En vrai, je suis comptable. Non, mais alors je travaille dans l'aéronautique, je suis responsable de projet. Ah bah c'est bien, l'aéronautique, ça colle quand même. Oui. Avec le mec avec des Oui. cerfs-volants sur un C'est fleuve vrai, on glacé. imagine Si, ça bien. marche, Donc on ça fait marche. plus le. Il y a un lien. Tu veux pas traverser l'Antarctique à pied? Si, ça me dirait bien. Ah bah ça. alors Claude, attends, bouge pas. Claude, je t'ai trouvé un compagnon, toi qui veux le faire en solitaire. Alors, pour Allô le la coup, planète. Alors pour le coup, je suis désolé, mais il faut que je le fasse tout seul, puisque le but en fait de ce défi, c'est la première chose de ce défi, c'est surtout en fait de mettre des causes en avant, telles que la cause animale de le fondateur Rémi Gaillard, et la deuxième cause, c'est Project Rescue Océan, c'est Benoît Schumann pour la protection des océans. Ça c'est la Mais première pourquoi des t'es obligé raisons. d'être tout seul? Tu peux être à deux. J'allais le dire. Non, faut que je sois tout seul parce que je marche en fait sur les pas de Colin O'Brady qui détient le record du monde en fait de la traversée de l'Antarctique et c'est seul à pied, sans aide, sans assistance et en autonomie totale. Bon, Armel, désolé, faudra que tu sois 10 mètres derrière. Même beaucoup de kilomètres, voire quelques jours en Ah ouais, non, il va être en tout seul. avant. Bon, bah, Solitude. Armel, merci d'être passé. On reste, Voilà, on merci reste en beaucoup contact, à vous. on se tient au Merci courant. beaucoup à vous. N'hésite pas quand t'es en haut d'une montagne, même une petite, où il y a le téléphone qui passe, tu nous appelles, tu nous envoies des sons, Bah, tout je vous ça. fais signe. Avec N'hésite grand pas. plaisir. Merci beaucoup Armel. Salut, à la prochaine. Au revoir. Au Merci. revoir. Alors Claude, maintenant la liaison est bien meilleure. On est obligé de revenir un peu sur l'épisode Légion étrangère, parce que là aussi ça éveille du fantasme quand même. Ouais, un peu, ouais. Bah oui, la Légion étrangère, c'est là où il y a tous les cabossés qui viennent de tous les bouts du monde, qui sont recherchés par toutes les polices et qui, voilà, c'est plus comme ça, j'imagine, mais Non, le côté c'est comme romanesque. ça, Attends, tu veux rire? Il y a pas je vous raconte une histoire vite fait, Claude. Il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 10-15 ans. J'étais moi-même en sortie de soirée, pas très, bon, j'étais bien à niveau, et je passe devant les Invalides à pied, et là je tombe sur un mec ivre-mort qui me dit, il venait aux Invalides, le gars, parce qu'il s'est dit, ça a l'air d'être militaire, je veux m'engager dans la Légion étrangère maintenant. Oh, putain, toi t'as le schéma, la police me recherche, faut que j'y aille. Et le gars, il est allé tenir ce discours, tu sais, au pauvre Troufion qui est devant les Invalides à 3h du mat et qui garde la porte. Et voilà, on a cette image-là dans la tête de la Légion étrangère, c'est un peu le dernier recours de tous les exclus du monde. Ça a dû être ça à un moment, on se l'a dit au début. C'est plus comme ça maintenant, non? Non, c'est plus comme ça depuis au moins une dizaine d'années facilement. Et effectivement, c'est vrai que dans les années, on va dire 20, 30 jusqu'à 60, tout le monde peut y rentrer avec n'importe quel passé sans que la Légion pose des questions. Aujourd'hui, on passe quand même par Aubagne où il y a des présélections et où il y a les renseignements généraux qui rentrent aussi en compte et qui prennent un maximum d'infos, et c'est pas n'importe qui en fait, même avec un lourd passé qui rentre dans la Légion. Ah, il y a une légende qui s'effondre là, mince. Oui, j'avais Pauline. j'avais entendu dire en fait que, en gros, si tu avais un lourd passé criminel, genre si tu avais été jugé devant un tribunal pénal, tu pouvais pas. C'est fini ça. Tu pouvais pas entrer à la Légion Non. étrangère. Oui, C'est t'as que raison. des délits en fait. Petit délit, voilà, c'est très fort probable, mais plus du Plus lourd. les gros, Non, ouais. c'est fini. Bah avant, ça leur faisait des bons tueurs pour les envoyer je sais pas où. T'as déjà buté toute une famille, toi? Ouais, c'est bon. Alors, Bon, c'est alors, je vais vous apprendre un truc justement sur la Légion. Le but, Ouais. en fait, c'est pas d'être un bon tueur. Le but, en fait, c'est de plus facilement, on va dire, blesser la personne sans la tuer. C'est ça, en fait. Ça, il faut l'avoir fait pour pouvoir dire une phrase Ouais. pareille quand même. Parce que, non, parce que c'est tout simple et c'est logique. Une personne, qui est décédée, malheureusement, on va dire qu'on a plus de facilité à la laisser et à continuer à avancer plutôt qu'une personne qui est blessée. C'est pervers le militaire. Oui, effectivement, bien sûr, si tu crées des blessés, tu fous le bordel sur les lignes ennemies, puisqu'il faut les Voilà, c'est ça. rapatrier, il faut les soigner, il faut les évacuer. Et ouais. Voilà.
Oh, vous êtes pervers, les gars. Hein. Fous-lui une balle dans le genou, ça met la merde. Bah, c'est ça, hein. D'où les mines. On leur rentre dans un domaine. Bon. Donc, tu as eu ton expérience à la Légion étrangère. Ça t'a emmené dans des. Bon, peut-être que tu peux pas en parler, j'en sais rien, je vais pas t'embêter avec ça, mais tu as été à droite, à gauche dans le monde sur des coups. J'ai un peu voyagé en mission extérieure, effectivement, avec la Légion étrangère. On fait un blanc, on arrête là. D'accord. Sans donner de détails. Bon, allez, tu peux nous le dire. Qui a tué Kennedy? Vas-y, balance. Je n'en ai aucune idée. Non, mais tout ça, ça nous fait une vie entre le kung-fu, la boxe, la Légion étrangère, la marine, tout ça. Tu reconnaîtras que c'est, on est un peu dans, oui, j'allais dire, on est dans le cliché du CV de l'aventurier de base, quoi, qui va à droite, à gauche. Ouais. Et c'est ça ta vie, en vrai. Alors, si je dois répondre à cette question honnêtement, je dirais non, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est une vie de droite et de gauche sans ligne. En fait, non, tout est lié et tout est, c'est uniquement sur des impressions et du ressenti, du sentiment qui m'ont fait aller dans chaque direction où je suis allé. Et ça n'a pas été, en fait, à la va-vite ou pas réfléchi. C'était vraiment réfléchi où c'est que je voulais aller. C'est pas, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une envie chez toi profonde. C'est marrant, on l'a un petit peu abordé avec Pauline qui dit qu'elle aime bien aller dans des endroits qui sont réputés un peu chauds et puis finalement on peut y voyager. Ouais, je dis oui, il y a quand même une recherche d'adrénaline, d'aventure. Toi aussi, dans tout ça, il y a quand même au fond de toi, il y a une profonde envie d'aventure. Ah oui, mais oui. Après, je pense qu'il faut justement avoir un peu cette envie de découverte, cette envie de connaissance et de découvrir toutes ces cultures, tout ce monde, parce que c'est vrai que les frontières, en fait, elles s'arrêtent uniquement là où c'est qu'on se les met. Ouais. Et le prix à payer de cette vie, de cette liberté, c'est quoi? Bon, t'as une famille? Oui, tout à fait. T'as des enfants et tout? Oui. J'ai des enfants. Non, mais je veux dire en France. Oui, pareil, je suis dans le cliché de la Légion étrangère. le gars qui a des mômes partout, qui le sait même pas. Il peut pour certains, ça dépend dans quelle position en fait on se met. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un prix à payer, mais non. Moi, personnellement, dans ma vie, il n'y a pas de prix à payer puisque j'ai la chance d'être accompagné d'une personne qui comprend en fait ma façon de vivre et de penser et avec lequel on va dire, on a trouvé quand même une balance en fait, un équilibre. Ouais, c'est rare, hein, parce que non, c'est bien. Non, mais pouvoir faire comme ça, se balader, être passionné et en même temps avoir aussi une famille, des enfants, tout. Et ils te suivent en général ou ils restent en France? Non, pas du tout. Non, je voyage toujours tout seul. D'accord. Puis là pour l'Antarctique, je pense que. L'Antarctique. Un peu. Merde, on a oublié les couches. Oui. Et donc l'Antarctique, c'est pour quand? Alors l'Antarctique, c'est novembre 2020. D'accord, dans un an. Mais c'est quoi? Là pour le coup, l'Antarctique, c'est quoi? C'est une envie d'exploit? Pourquoi vouloir battre un record? Pourquoi se mettre en danger comme ça? Alors la base, en fait, c'est surtout pour la traversée de l'Antarctique. Ça, c'est vraiment la base. Après, si je peux performer et battre ce record, je serai très heureux. Mais déjà, le finir, ça sera en soi quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi l'Antarctique? Comme je l'ai cité tout à l'heure, en fait, c'est des choses que je ressens et c'est comme une attraction qui me dit il faut aller là-bas, il y a quelque chose qui t'attend et que tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc, du coup, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Ça dit, il paraît que c'est dingue. Tous les gens qui vont là-bas te disent, mais c'est des paysages et des. Moi, ça me ferait peur. Hein, t'as l'impression que c'est. Non, mais c'est complètement désolé, quoi. C'est totalement. On peut pas faire plus hostile que l'Antarctique. Même un désert, il y a un peu plus de vie, je pense. Ouais, tout à fait. C'est un truc de fou, quoi. Mais il paraît que c'est prenant, que c'est dingue. Là, tiens, tout à l'heure, on parlait de marcher, là, on parlait de Compostelle, tout ça, et le fait de marcher qui t'emmène dans un esprit un peu méditatif, retour sur soi-même et tout. Là, tu vas le connaître, hein, tout seul avec tes potes phoques, là. Complètement. Complètement, ouais, on est seul, on est en autonomie, et encore une fois, c'est un bon moyen de se recentrer et de réfléchir sur sa vie, ce qu'on a fait, et puis moi, j'ai envie de dire de mieux avancer et pour mieux se découvrir, parce qu'en fait, on pense tous qu'on se connaît, mais on ne connaît pas bien notre corps, on ne se connaît pas bien. Et le fait d'être tout seul et de se découvrir
réellement et de se tester. Là, oui, je pense qu'à ce niveau-là, on se découvre et on apprend à se connaître. Je suis pas sûr qu'il faut se connaître, moi. J'ai un peu peur de me connaître vraiment. Je me dis, oula. Non, mais elle est là, la barrière, alors. Bah ouais, La non, mais peur. c'est une démarche séduisante, Claude, mais qui peut aussi être, j'allais dire dangereuse, mais ouais, c'est un drôle de truc. Anxiogène. Ouais, Tout à fait, oui, il y a un réel danger, il y a des risques, il y a un danger. Le danger, c'est le froid. Ça, c'est le danger numéro 1. Alors, encore, même si, comme notre ami qui est passé juste avant, on est à -20, -30, ça reste quand même du froid qui peut nous brûler qui est à la peau et on brûle énormément de calories. On parle de 6 000 à 7 000 calories jour. Surtout, C'est énorme. Tu maigris. Waouh. c'est Tu ça. vas fondre. Ouais, après, vous savez, c'est ce que me disait. Alors, en ce moment, je discute beaucoup avec un grand monsieur. Il s'appelle Mathieu Torder. Il détient le record du monde du plus jeune à avoir fait la traversée de l'Antarctique. Et tous ses conseils, bien évidemment, je les bois comme de l'eau parce que il a l'expérience et du coup, il me donne vraiment énormément d'informations. D'ailleurs, et je le remercie. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il me dit, c'est que il faut que tu fasses ce périple en fait, en fonction de comment tu te sens. Parce que même lui, il a eu beaucoup d'informations, beaucoup de gens lui disaient, il faudrait que tu grossisses un peu pour avoir un peu plus de gras et tout. Et lui il m'a dit en fait, je l'ai fait tel que je me sentais. Et quand je me suis senti bien à un certain point, à une certaine corpulence, je l'ai fait tel quel et il m'a dit ça allait très très bien. Donc c'est vraiment tout à chacun. Ouais, mais non, mais c'est un territoire on ne peut plus hostile. Il n'y a pas de vie. Normalement, personne ne doit Non. aller là-bas. Voilà, Tout à fait. c'est pas fait pour. C'est pas prévu pour. Donc voilà. Mais enfin bon, j'imagine que t'es pas idiot non plus. La préparation, le matériel, voilà. Tout à fait. Tu vas pas oublier le damar, quoi. Ouais, non, il y a beaucoup de matériel, d'équipement, logistique, nourriture. On parle de. Oublie pas les allumettes. Le truc à la con. Eh merde. Ça va être Une difficile grosse les allumettes. préparation. je crois. Oui, c'est vrai. Comment tu fais? Dernière question. Comment tu fais du feu là? Un truc électrique? Non. Alors, non, pas du tout. C'est un réchaud, mais c'est pas un réchaud à gaz, puisque le gaz gèle à cette température-là. Par contre, je dois traîner des litres d'essence qui est raffinée en fait à des températures aussi froides. Ah oui, donc Ah, ça c'est c'est ça. lourd Ah quand ouais. même. T'as de l'essence spéciale que tu traînes dans ton et quand tu dis que tu dois traîner, tu vas le faire à pied, c'est-à-dire que tu traînes un traîneau derrière toi avec des harnais. Ouais, c'est ça, avec environ 150 kilos à traîner. Ah oui. Là, plus t'avances, moins il y en a. Alors ça, c'est ce qu'on a l'impression, mais en fait, non. Tu en utilises très peu, j'imagine, à chaque fois. Ouais, c'est ça, en fait. Par jour. Le poids ne change pas tellement. Vraiment, l'essence, en fait, ouais, on essaye il faut savoir se rassurer sur tout, en fait, sur l'alimentation, sur aussi l'essence, sur tout. Mais c'est pour ça, en fait, que la préparation, elle est très importante parce que du fait qu'on soit tout seul, il faut se réparer tout seul. Il faut réparer son matériel, connaître son matériel. Et surtout, et ça, c'est la chose la plus importante, c'est que on peut pas faire des pauses en fait à tout va dans la journée puisque le but c'est de marcher et de faire un maximum de kilomètres. Et oui, donc tu t'es imposé un certain nombre de kilomètres par jour et un certain nombre de calories à prendre en gros. Qu'est-ce que tu manges d'ailleurs? T'en mets des trucs lyophilisés? Ouais, c'est ça, lyophilisé. Après c'est beaucoup de barres protéinées qui seront aussi mis dans des tupperwares ou ce genre de choses. C'est du salami spécial Norvège, puisqu'il faut savoir que le salami qui est de là-bas, il est tellement gras qu'il ne gèle pas. Ah oui, il y a ça aussi, il faut pas que ça gèle, oui, bien sûr. Ils Et ont fait un salami tellement gras qu'il gèle pas. Waouh! Ils ont pensé à tout. Trop fort les mecs. Et donc tu transportes tout en fait. Tout à vous, tu transportes tout quoi. Tout, on transporte tout. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans tout ça, moi, c'est pour ça que c'est super important parce que c'est vrai que c'est un défi personnel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je soutiens les deux causes et je vais pouvoir en fait être leur porte-étendard sur l'Antarctique pour pouvoir voir en fait les seuls animaux qu'il y a sur place, c'est les pingouins, les manchots et les phoques, voir leurs conditions, voir les conditions sur place si vraiment il n'y a rien qui échoue en fait sur les plages et les banquises de l'Antarctique. Et tout ça pour pouvoir après reporter ce genre d'informations.
Alors, je ne l'ai pas demandé au début, mais à chaque fois je le demande et je l'oublie. L'Antarctique et l'Arctique. Lequel est au nord, lequel est au sud? Alors l'Antarctique c'est au sud, l'Arctique D'accord. c'est au nord. Et Et je vais lequel... vous donner une info que les Inuits disent une fois que vous êtes allé en Arctique. Ouais. C'est qu'Arctique en fait c'est une langue Inuit, ça veut dire ours, et Antarctique sans ours. Ah, mais oui. Ah. Oui, 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 Oh, oui, le oui. truc mémotechnique que D'accord. toi qui vis avec un âne, tu le savais. Non, du tout. Il n'y a pas d'âne ni en Antarctique ni en Arctique. Non. Enfin, je crois pas. Et il y en a un des deux qui a de la terre en dessous et l'autre c'est juste de la glace, c'est ça? C'est ça. Et toi- En Antarctique il n'y a que de la glace. Ouais. D'accord, toi, toi c'est que de la glace. Donc c'est là-bas que ça fond le plus. Enfin, et c'est des territoires évidemment, on le sait, qui sont en danger du fait du changement climatique en ce moment. Tout à fait. C'est quelque chose pour lequel que tu vas observer aussi là-bas. Tu comptes faire quelques, Ouais. je sais pas, des... Oui, je pense effectivement que je vais quand même filmer et prendre beaucoup de photos parce que voilà, c'est vrai que c'est bien de prendre des photos pour le paysage qui est beau, qui est magnifique. Et puis on est dans un endroit exceptionnel, surtout il faut savoir que c'est un continent qui n'appartient à personne, même s'il y a beaucoup de bases étrangères. Mais c'est tellement fermé pour pouvoir y aller, il faut monter des dossiers, il faut être certifié, il faut passer des certifications. Donc quand on est sur place, oui, on fait des photos pour les photos, mais on fait moi personnellement, ça va être aussi la chose importante, c'est faire des photos pour que les gens voient ce que moi j'ai vu et que je puisse partager cette chose. Donc il y a toute une dimension de recherche en fait. Tu vas fournir énormément d'infos aux chercheurs sur la zone. D'accord. Eh ben mon cher Claude, tiens-nous au courant. C'était bien sympa de passer nous voir. À une prochaine fois, n'hésite pas. Et puis au fur et à mesure. Si d'ici l'Antarctique tu vas faire un petit truc quelque part, n'hésite pas à nous dire. Oui, en fait, toute l'année prochaine, j'ai 4 voire 5 expéditions sur le Grand Nord. Donc j'aurai un téléphone satellite où effectivement je pourrais vous appeler. Oui. Je pourrais pas rester 30 ans. Non, mais juste pour le fun, j'allais dire, juste pour le délire d'avoir quelqu'un qui est là-bas. Non, très bien. Je vous explique à titre d'information, Ouais. comme ça vous le saurez. 30 minutes, ça coûte 500 € sur un téléphone satellite. Ouh. Bon, appelle C'est pas un trop. budget, Petit coucou alors. Appelle rapide alors. Coucou. Un petit texto. Un texto, on lira le texto. Claude, merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci à vous. Bonne route à toi. Salut Claude. Salut Salut Claude. Claude. Au revoir. Merci d'être passé. Bonne soirée. Il y en a des quand même. T'as vu l'heure? On va terminer avec Pauline et puis voilà. Quoi, Ok. parce que là, il est l'heure. Hein, faut y aller. Tu dis à qui devait être là? Il y a Catherine et Anthony. Ils sont peut-être là, non? Non, je vais les Caro appeler. et Max. Tu leur dis la semaine prochaine? Ok, ça marche. J'aimerais bien Caro et Max. Ils me faisaient marrer après avoir passé 1 an en Guadeloupe. On a décidé de partir. Allez, 2 minutes, vas-y, appelle quelqu'un quand même, allez, vas-y. Pauline, donc, on a parlé du Pakistan, t'as fait un tour en Iran où on se disait... Non, ce que je voulais te demander, bien sûr, la question, t'es partie toute seule en Iran? Non, j'étais pas tout seul. T'étais avec un ami, une amie ou... J'étais avec un ami, ouais. Voilà, et c'est plus facile, j'imagine, quand on est en couple. Bah, du coup, je sais pas, j'ai pas eu le pendant en étant toute seule. Au Pakistan, j'étais partie toute seule, mais en Iran, c'est vrai que j'étais pas toute seule, donc je peux pas parler pour les femmes, nanas les qui femmes partent. qui voyagent toutes seules. Ouais, voilà, les nanas qui partent toutes seules en Iran, je peux pas m'exprimer pour elles parce que je j'ai pas ce pendant-là, cette expérience-là, donc je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est. Après, les personnes, tu disais que tu avais des personnes sur place. Est-ce que ça te rassurait du coup d'avoir des personnes sur place? Bah, en fait, souvent, ce que je fais, c'est pas uniquement pour me rassurer, c'est aussi parce que on a chacun notre façon de voyager. En fait, quand je voyage, j'aime bien rencontrer du monde sur place. Et au final, je me rends compte que quand je voyage toute seule, je voyage jamais toute seule. Je rencontre tout le temps énormément de monde. Et beaucoup plus que quand je voyage avec quelqu'un avec qui je suis partie de France, en fait. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a ce côté, quand on est ensemble, on se renferme un peu. Et Ouais. quand on est tout seul, t'es forcément C'est ça, obligé tu de es t'ouvrir. obligé. Quoi. Tu t'en rends pas compte. Ouais. Et puis Ouais. même, c'est même C'est pas que... emmerdant, c'est Ouais. ça, Ouais. tout seul, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas. Non, parce que t'as Non, envie mais de je suis partager. d'accord avec T'as toi. envie de partager Non, le mais voyage avec complètement. l'autre. Mais on va pas. Mais C'est très le différent. voyageur solitaire, celui qui va le plus loin, bien évidemment. Ouais. À la fois, c'est super gratifiant quand on le fait. On est très fiers. On se retrouve dans des situations parfois. Ouais, un peu cocasse, un peu compliqué, mais, Oui. mais aussi c'est surtout que souvent les gens quand t'es toute seule, ils viennent beaucoup plus facilement vers toi en fait, tout simplement. Ils Oui. viennent, c'est même pas que toi tu es obligé d'aller vers eux,
C'est que, je sais pas, il n'y a pas cette barrière-là quand tu es avec un pote ou avec ton copain ou quoi, où là, les gens, ils vont pas forcément oser, alors que quand tu es toute seule, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est beaucoup plus fluide, tu rencontres beaucoup plus de gens, quoi, tout simplement. Ouais. Un mot sur le Rwanda. T'es allé au Rwanda, c'est ça ? Pourquoi tu l'as classé dans la... Parce qu'aujourd'hui encore, tu penses, le Rwanda a une sale réputation ? Les gens ont toujours un peu peur ? Bah, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'il y a des pays qui changent quelque part. Et le Rwanda, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est en train d'exploser au niveau du tourisme. Il y a une année de ça, c'était pas comme ça. Ouais. Maintenant, on en parle tout le temps. Justement, on met en avant ce pays-là pour d'autres raisons que pour ce qui s'est passé il y a 25 ans. Et c'est une bonne nouvelle quelque part. C'est bien. Moi, je trouve ça super que pour une fois, on parle d'un pays, notamment d'Afrique, pour autre chose que pour des conflits, le génocide. Voilà, il doit quand même y avoir un sacré traumatisme qu'on doit ressentir forcément quand on est là. Ah ouais, mais c'est sûr. Tu as des cimetières à ciel ouvert partout. T'as des tombes partout. Tu peux croiser évidemment des jeunes, des jeunes 25 ans, oui, ou la trentaine avec des cicatrices. C'est assez fort parfois, ouais. Mais voilà, il faut aussi voir autre chose que ça. Et même les Rwandais aujourd'hui, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent montrer autre chose que cette histoire-là, quoi. Il y a eu un peu ça avec moi j'étais au Cambodge, tu sais, au tout début quand ils donnaient des visas de tourisme dans début des années 90, et après l'époque des Khmers rouges et de Pol Pot, où t'as quand même la moitié de la population cambodgienne qui a été tuée par l'autre moitié. T'arrives là-bas, tu le sentais le truc, le traumatisme, et puis ces relations étranges avec les gens que tu croises. Tu sais jamais si tu croises une victime rescapée ou un bourreau. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est l'histoire proche en fait. Tout ça serait passé il y a l'histoire proche qui devient presque de l'actu pour nous puisqu'on l'a vécu, même si on est plus ou moins jeune. Enfin, c'est quelque chose qui est dans notre vie à nous. C'est difficile après quand on est sur place. Et c'est intéressant. Oui, c'est parfois étrange. Ouais, tu sais pas. Tu écoutes, juste tu écoutes, et parfois tu as des gens qui se confient à toi et qui te racontent ce qui s'est passé dans leur jeunesse, et c'est compliqué. Et puis tu veux pas jouer c'est des histoires horribles. Et toi tu es dans une drôle de position parce qu'à la fois tu es attiré par ces histoires, mais maintenant faut pas être voyeur, faut pas être là. Tu vois, t'es emmerdé entre le côté voyeur et le côté te dire je suis quand même dans un endroit où il y a une histoire très lourde, donc je vais pas l'éliminer non plus, puis ça m'attire j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. C'est difficile. Tu attends juste. Si la personne a envie de se confier à toi, tu écoutes, mais voilà, c'est sûr que c'est très compliqué de poser des questions. Alors, on va terminer. Combien de temps ? Il nous reste 3 minutes. Aïe. Anthony, bonjour Anthony, bienvenue. Salut Anthony, bienvenue dans l'émission. Ouais. On peut te rappeler la semaine prochaine ? Bonjour. Anthony, coucou Anthony. C'est une spécialité d'Éric Lange en fin d'émission. Tout à fait. On se rappelle la semaine prochaine, Anthony. Non, mais alors, en 2 mots, ton histoire, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est avec Catherine. Vous avez fait un grand voyage autour du monde en demandant à des enfants un peu partout de faire des dessins. L'idée, nous, c'est l'Amérique latine qu'on a fait. On est parti du Mexique, on est descendu jusqu'en Argentine, avec un vieux combi Volkswagen de 1975. Et notre idée, vu qu'on s'est connus, parce que ma femme est mexicaine, Cathy est mexicaine et moi je suis français. Et donc, du coup, on s'est connus grâce à l'éducation et au voyage. Et on a voulu monter un projet qui s'appelle les Educarte, qui nous a permis de rassembler nos 2 passions. Et donc, vous avez récolté 4500 dessins donc à travers tout votre voyage. Et vous demandiez aux enfants de dessiner quoi ? Dessine-moi ta vie, ça veut dire quoi ? Ils dessinaient quoi, les gosses ? En fait, c'est parti un petit peu sur Saint-Exupéry, Dessine-moi un mouton du Petit Prince. Nous, on a voulu Dessine-moi ta vie. On a voulu que ce soit le plus large possible, que le gamin il puisse dessiner, que ce soit sa famille, que ce soit son quotidien à l'école, que ce soit le sport, que ce soit les animaux, la gastronomie, n'importe quoi, tout ce qu'il voulait, que ce soit totalement libre, mais avec la condition que son dessin, ça ne sera pas pour son papa, sa maman, sa grand-mère, mais non, pour un autre gamin qu'il ne connaît pas. Donc à chaque fois, on récupérait leurs dessins, et en échange, nous, on offrait un panel de dessins venus de France. On est parti en Amérique latine avec 4500 dessins de France. D'accord. Et durant le périple, on a récolté 10 000 dessins encore. Et puis du coup, maintenant, c'est sans fin.
On invite même maintenant d'autres voyageurs à participer à l'initiative, en fait, si certains partent, j'entendais le Rwanda, tiens, si au Rwanda il y a possibilité d'avoir des dessins de là-bas, ce serait super, nous on en donne. Faut retourner À au Rwanda. offrir, Ok, puis j'y vais. c'est ça, ou n'importe où, enfin n'importe quel endroit. On commence à avoir des voyageurs, là, deux frères qui sont partis en Mongolie, ils nous ont dit hop, bingo, on fait partie de votre projet, on vous ramènera des dessins de là-bas. J'ai dit nous c'est super, on aura. Et avec tout ça, qu'est-ce que vous faites avec tous ces dessins? Vous les exposez? Vous les montrez? Vous faites un... Il est parti. Un bouquin? Non, t'es là? C'est ça, on fait des expos dans les médiathèques, bibliothèques, aussi dans les écoles, parce qu'on est tous les deux profs. Donc que ce soit à l'école primaire, collège, beaucoup d'associations aussi. Et là, on est en train de bosser sur un livre. Donc il y a un livre qui racontera tout le récit, et un livre qu'on aimerait faire et auquel on tient beaucoup, que ce soit le dessin du jour, qui puisse comporter 365 dessins ou 66. Et donc du coup, que ce soit le dessin d'Alejandro du Mexique avec un petit texte de... Allô? Petit côté sympathique, qu'on puisse regarder ça. Oui. Non, ouais, on t'avait perdu une seconde. Mon cher Anthony, il faut qu'on y aille. On se rappelle. Non, sérieux, on peut se rappeler la semaine prochaine? Le 24, à moins que la semaine prochaine. Ah non, mais pas la sinon, semaine c'est prochaine. le 24. Non, pardon. Le 24? Le 24. Est-ce que je serai là le 24? Je ne sais pas, tu m'avais dit que oui. Je t'avais dit que oui. Bon. Alors, le 24. Non, mais vous êtes marrant. Le 24 alors, Anthony, en premier. On passe en premier. En premier, Eh ça ben, marche. Ça marche. Ok, ça marche. ça roule. Con mucho gusto, comme Con mucho gusto. Avec plaisir. Débrouillez-vous. Salut Anthony, merci beaucoup. À la prochaine. Enfin, donc au 24. Ciao. Ciao Anthony. Merci tout le monde. Merci Pauline, c'était sympa. Merci. On n'a pas parlé du C'était Liban. chouette. La prochaine fois. Ouais, le Liban, c'est super. Bah oui, je sais, j'adore. passe Et vous toujours pouvez y très aller, vite. vous pouvez y aller. Allez-y au Liban, c'est un voyage merveilleux. Merci beaucoup, merci Flo pour ta participation active. Donc Flo à chaque fois. Avec À bientôt, Stéphane, à bientôt. Donc on retrouve avec- demain matin à 8h30 pour l'agenda des festivals. D'accord. Voilà. Voilà. Collaboratrice d'Hello la planète. C'est ça. Merci beaucoup Flo, merci tout le monde. Donc oui, je me suis fait engueuler. J'ai une vingtaine de livres pour vous que je dois signer, dédicacer et vous renvoyer. Promis, je le fais dans la semaine, ça arrive. Et je te rassure, je me suis fait engueuler aussi. Donc les premiers mugs partent en début de semaine. Ah, ça en fait des mugs maintenant. Oui, pour le financement participatif, je t'en apporterai un juste pour toi. Les mugs partent en début de semaine. On va recevoir un sésame sous peu. Les autres contreparties qu'on avait promises. Et puis voilà, on aura. D'accord. Et je rappelle à tout le monde aussi, vous partez au coin de votre rue ou à l'autre bout du monde, enregistrer des trucs. Des musiques, des gens, des sons, des interviews que vous faites, vous tout seul avec votre portable, vous l'allumez et vous blablatez sur ce que vous voyez. Vous envoyez tout ça à Stéphane et on se fera un plaisir de tout diffuser sur l'antenne. C'est ça. Voilà, ça s'appelle une radio participative de gens qui aiment le monde. Virginie a fait ça quand elle était au Ladakh. Un nouveau concept. On est très fiers. Ouais. Virginie a fait ça quand elle était au Ladakh et elle va nous ramener tout ça. Et elle nous l'a déjà envoyé, donc on va le monter. Puis comme elle est avec nous le 24, on pourra le diffuser. Et vraiment, j'y tiens, je dis, il n'y a pas besoin d'aller traverser l'Antarctique pour faire des sons, pour passer dans l'eau la planète. Le coin de la rue nous suffit amplement. Voilà, le voyage commence à partir du moment où on est juste sorti de chez soi. Donc n'hésitez pas, et ce sera bien comme ça. Merci beaucoup Pauline, merci Flo, merci Stéphane, salut tout le monde, à la prochaine. Rendez-vous sur le site et sur la page Facebook de l'émission. À la prochaine. Salut. Salut. Allô la planète? Avec Eric Lange. Dis au revoir. Au revoir. Allô la planète? Avec Eric Lange. Je suis allée en voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.